Imaginez un peu, bâtir des villes entières, des palais absolument grandioses, des temples qui semblent toucher les étoiles, et le faire avec presque rien, juste avec de la boue. C'est ça, l'histoire incroyable de l'architecture mésopotamienne. Une aventure qui commence littéralement dans la terre. La question de départ, elle est immense. Comment est-ce qu'on peut bien ériger une civilisation quand on n'a ni pierre ni bois à disposition? Quand on se trouve sur une plaine, super fertile certes, mais complètement dénudée. Par où on commence? C'est le défi, mais un défi colossal qu'ont dû affronter les peuples de Mésopotamie. Eh bien, la réponse, aussi simple que géniale, elle se trouvait juste là, sous leurs pieds. C'était l'argile. Cette boue qu'on trouvait partout allait devenir bien plus qu'un simple matériau. C'était la pierre angulaire de tout leur monde, le module de base qui allait leur permettre de construire l'impossible. Pour vraiment comprendre leur architecture, il faut d'abord comprendre leur environnement, leur terre, tout par-delà de ce berceau à la fois fertile et tellement exigeant qu'était la Mésopotamie. Alors, situons-nous. On est entre deux fleuves mythiques, le Tigre et l'Euphrate. Le sol est gorgé d'argile, c'est une ressource infinie. Mais il y a un mais, surtout au sud, en Chaldée. Cette richesse, c'est aussi une contrainte énorme. Pas une pierre à l'horizon, pas un arbre pour faire des charpentes. Et c'est là que la nécessité va les pousser au génie. Ils ont une idée. Cuire cette argile. Et là, c'est un véritable tour de force. Ils transforment la boue, si friable, en une brique aussi solide, aussi durable que la roche. Cette innovation, croyez-moi, va absolument tout changer. Sur cette terre d'argile, 3 grands peuples vont marquer l'histoire. On a d'abord les Sumériens, au sud, qui sont vraiment les pionniers. Puis, petit à petit, le pouvoir va remonter vers le nord, ce qui va alimenter une rivalité pendant des siècles entre les Assyriens, au nord, et les Babyloniens au centre. Chacun va laisser son empreinte, bien sûr, mais tous vont bâtir leur empire avec ce même matériau si humble, la brique d'argile. Bon, avant de parler des cités immenses et des palais, revenons à l'essentiel. Comment on s'abrite? Suivons un peu l'évolution de la maison mésopotamienne, de la toute petite hutte jusqu'aux premières vraies demeures organisées. Au tout début, on a des choses très simples, comme des huttes en roseau, les srefs. Mais ce qui est fou, c'est qu'elles contiennent déjà en germe des innovations majeures, comme l'arc. Ensuite, on passe aux maisons circulaires en briques. Mais la vraie révolution, c'est quand on adopte le plan carré. Et pourquoi? Eh bien, c'est tout bête en fait. C'est comme un bloc de Lego. On peut en mettre un à côté d'un autre, les combiner à l'infini pour créer des pièces, des cours, des agrandissements. C'est vraiment la naissance d'une architecture qui est à la fois fonctionnelle et modulable. Allez, on quitte l'espace privé de la maison et on change complètement d'échelle. On va entrer dans le cœur battant du pouvoir politique et royal, le palais. De l'extérieur, il faut être très clair. Un palais mésopotamien, ça n'a rien d'une résidence de luxe accueillante. C'est tout le contraire. C'est une forteresse, pensée pour être imprenable. Des remparts massifs, des tours de guet partout et des portes en chicane, une astuce pour briser net la charge d'un ennemi. Le message architectural est limpide. Le souverain est intouchable, son pouvoir est absolu. Une fois à l'intérieur, par contre, la logique est fascinante. Oubliez la symétrie. Ici, tout est pensé pour être fonctionnel. On entre d'abord dans une grande cour publique. C'est là que se jouent les affaires de l'État. De cette cour, on accède à la salle du trône, qui agit comme une sorte de sas, de passage, vers une deuxième cour, entièrement privée cette fois. C'est le domaine intime du roi. On a donc une séparation architecturale très nette entre la vie publique et la vie privée, au cœur même du pouvoir. On a vu le pouvoir des rois. Maintenant, tournons-nous vers celui des dieux. L'architecture religieuse en Mésopotamie, elle est dominée par une structure absolument unique, une structure qui a traversé les âges et qui a marqué notre imaginaire collectif. La ziggurat. Ce mot, on l'a tous entendu, mais c'est bien plus qu'un simple temple. C'est une sorte de montagne artificielle, entièrement bâtie de main d'homme pour se rapprocher du divin. Et sa fonction est double. Tout en haut, il y a un lieu de culte, oui, mais la tour elle-même, c'est aussi un observatoire pour lire le ciel, un savoir qui était crucial pour l'agriculture, pour la divination. En fait, c'est un pont physique construit entre la terre des hommes et le cosmos. Sa construction, c'est une ascension, pensée étape par étape. Tout commence avec une base absolument colossale. Par-dessus, on vient superposer des terrasses, de plus en plus petites, un peu comme des marches de géants qui monteraient vers le ciel. Et pour grimper, le visiteur emprunte soit de grands escaliers, soit une rampe qui serpente tout autour de l'édifice, jusqu'au point culminant, le lieu le plus sacré de tous, le sanctuaire du sommet. Et juste pour qu'on se fasse une idée de l'échelle, 15 mètres, c'est la hauteur que pouvait atteindre la toute première terrasse. 15 mètres, c'est un immeuble de 5 étages. Et ce n'était que le premier niveau. On imagine bien comment ces structures devaient dominer, écraser tout le paysage. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, les maisons, les palais, les ziggourats, prenons un peu de hauteur. Comment tout ça s'assemble pour former quelque chose qui n'avait jamais existé avant? Une ville. En fait, on voit émerger 2 grands modèles de villes, assez différents. Au sud, on a la cité-temple sumérienne.
Elle est très organique, presque circulaire, avec des rues tortueuses, et le temple est vraiment le cœur géographique et spirituel de la ville. Puis au nord, on a la cité-palais assyrienne, qui est plus géométrique, plus ordonnée. Mais le changement le plus important, il est là. Le palais n'est plus au centre. Il est excentré, carrément intégré au rempart, comme une citadelle. Et ça, ce n'est pas juste un détail d'urbanisme, c'est le signe visible d'un basculement majeur. Le pouvoir a glissé des mains des prêtres à celle du roi. Bon, au bout du compte, après ce voyage, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette architecture qui est littéralement née de la boue? Quels sont les grands principes qu'elle nous a laissés en héritage? Il y a, je dirais, 3 idées vraiment fortes qui se dégagent. La première, c'est que le matériau est roi. La taille de la brique devient le module de base qui va dicter toutes les proportions de l'édifice. Ensuite, c'est une architecture qui est ouverte aux influences. Elle n'hésite pas, par exemple, à emprunter des motifs décoratifs à sa grande voisine, l'Égypte. Et enfin, c'est le berceau d'une innovation technique majeure, née encore une fois de la contrainte, l'art de construire des voûtes sans aucun support en bois. Une vraie prouesse. Il y a une phrase qui résume tout ça à la perfection. Cette architecture avait ses racines dans le sol même. Je crois que tout est dit. Le véritable génie des Mésopotamiens, ça n'a pas été de chercher des matériaux compliqués, mais de sublimer le plus commun de tous et de réussir à transformer la terre en civilisation. Et forcément, tout ça, ça nous renvoie à nous-mêmes, à aujourd'hui. Eux, ils avaient l'argile, nous, on a le béton, l'acier, le verre, les plastiques. Si, comme pour eux, nos matériaux les plus fondamentaux sont ceux qui définissent l'héritage qu'on laisse derrière nous, alors quelle histoire nos propres bâtiments raconteront-ils dans 5000 ans? La question reste posée.